Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de la saison 6 de votre Odyssée spatiale. Et avant d'aller plus loin, générique. À tous de DDO, décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Et donc, c'est un épisode pas des moindres puisque ce sera le dernier épisode de cette saison 6. Bien sûr, vous vous en doutez, on vous retrouvera pour une saison 7 dès septembre. Je vous en dis pas plus, mais on connaît déjà notre premier, voire nos deux premiers invités. Ça annonce du lourd. Mais pour l'instant, on est avec Marceau. Salut Marceau. Salut. Donc Marceau du compte Marcelin Z, créateur de contenu, astronome, astrophotographe, sportif aussi, bien plus sportif Un petit peu. que nous tous autour de cette table. Et bien sûr Simon qui est avec moi dans cette aventure depuis maintenant 6 ans. On va fêter notre 7ème année et bienvenue Simon. Effectivement, on dirait qu'on va fêter nos noces de coton ou je ne sais quelle autre noce, mais merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, mon cher Thomas, et très content d'être avec vous encore une fois. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial pour cet épisode 9, car vous l'aurez compris, on va parler d'astrophotographie, on va parler du ciel, on va parler de l'espace. Et finalement, ça tombe bien, puisque ce podcast, au moment où on l'enregistre, on est courant juin, on va certainement le publier fin juin, début juillet, ça tombe bien, c'est l'été, vous allez toutes et tous pouvoir aller observer le ciel nocturne avec du matériel aussi simple soit-il, mais ça on va y revenir. Alors déjà pour commencer, une première question Marceau. Toi donc ça fait quelques années maintenant que tu fais de l'astrophotographie. Est-ce que tu te souviens il y a combien de temps que tu as commencé ? Ouais, ça fait très longtemps, ça doit faire peut-être 8-9 ans, mais sur les réseaux, ça fait 3-4 ans. je Ok. dirais. Et est-ce que tu peux, sans rentrer forcément dans les détails, parce que peut-être tu te souviendras pas de tout, mais nous lister un petit peu le matériel avec lequel tu as commencé et que tu as utilisé un petit peu depuis le début et peut-être si tu te souviens d'une observation un peu singulière que tu as fait, qui t'a marqué, mais ça on va y revenir, de toute façon Ouais. on va parler de plusieurs. Ok, bah pour commencer, il faut vraiment pas chercher à acheter du matériel. Moi, j'ai commencé par ce que j'avais. Après, moi, j'avais un petit appareil photo qui n'était pas très évolué. C'était vraiment un classique, pour ceux qui s'y connaissent, un Canon 77D avec un 50 mm. Mais voilà, c'est un domaine qui coûte extrêmement cher. Du coup, faut vérifier si ça nous intéresse de rester des nuits dehors, des nuits blanches, dans le froid, tout ça. Du coup, il faut vraiment commencer avec ce qu'on a, qu'on ait du matériel photo ou des jumelles ou à l'œil nu. Ça fait le taf. Et justement, ça revient sur une question que je voulais te poser. Tu nous as raconté dans ton portrait comment tu avais commencé à toucher à l'astronomie, mais voilà, la meilleure manière de débuter pour toi, c'est de débuter un peu comme ça par hasard en regardant éventuellement des tutos, je sais pas, sur la chaîne de Marcelin Z par exemple, éventuellement. Mais est-ce que aussi ça peut être intéressant de passer par des clubs d'astronomie ? Est-ce que toi tu as été dans des clubs ou pas du tout ? Quelle est ton expérience vis-à-vis de ce côté en solo, individuel ou accompagné avec d'autres amateurs ? Ben, être accompagné, c'est un peu le luxe, parce que proposer à des gens de sortir le soir, toute la nuit, dans le froid, encore une fois, et de rester des heures, faut des passionnés. Du coup, ça peut être cool les clubs d'astronomie. Moi, j'ai jamais assisté à une séance dans un club. J'aimerais bien tester, mais moi, j'ai jamais fait. Mais j'imagine que c'est très bien. Et même dans ce genre de club, il y a des gens qui ont du matos, donc c'est plus facile de commencer par là. Et parce que ce qu'on n'a pas forcément précisé, mais tu es autodidacte. Dans l'astrophotographie, c'est comme tu nous disais dans ton portrait, c'est t'as posé ton appareil un jour, t'as pingé un truc et t'as réussi à faire une photo de fou. C'était, tu peux peut-être rappeler quelle nébuleuse c'était ? C'était la nébuleuse de l'Alter, et du coup, elle est très facile à observer. Et oui, je suis un autodidacte complètement. En fait, avec Internet, c'est très facile de débuter. Et après, une fois qu'on a un peu tout compris, en fait, c'est la même chose que de la photo classique, hein, mais dans des conditions un peu extrêmes parce que c'est la nuit. Mais en soi, c'est la même logique, hein, temps de pause long. En fait, à chaque fois, c'est comme un peu peut-être toutes les passions. Tu peux avancer, mais il faut rajouter un truc à chaque fois. Donc, par exemple, on fait une pause longue, mais
Donc on se dit, faut des poses longues de plus en plus longues. Mais du coup, la Terre, elle tourne. Du coup, il va nous falloir un moteur qui compense. Et à chaque fois, tu rajoutes des choses, et petit à petit, en fait, tu prends de l'expérience, tu comprends ton matériel. Mais c'est vrai que si là, je vous donne mon matériel comme ça, je vous dis photographie un truc, peut-être que ça va être compliqué. Mais c'est petit à petit qu'on apprend. Il faut manipuler en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai quand même, bon, la première nébuleuse, il y a de ça quelques années. Depuis, tu as quand même fait beaucoup d'observations, dont quand même quelques-unes, et même beaucoup, qui sont très marquantes. Je pense au Soleil, je pense à l'ISS, je pense à la Lune, et d'autres. Il y en a quelques-unes un peu, alors pour en citer quelques-unes, mais qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment... où tu t'es dit, ok, ça c'est fait, tu as checké une case. Mais déjà, je pense qu'il y a deux types... Je sais pas si on voit. Déjà, il y a deux types, je pense, d'astrophotographes. Moi, je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo. J'ai Oui. cru comprendre. Et je suis très dans la collectionnite. Je joue à 100%, tout ça. Du coup, il y en a qui se concentrent, par exemple, sur un objet pendant des jours, des nuits, des mois. Moi, c'est vraiment l'inverse. C'est en mode le plus possible. Est-ce que tu veux platiner l'espace? Exactement. J'ai mon petit Pokédex et j'ai envie de tout remplir, quoi. Et du coup, ouais, il y a des... en fait, il y a des objets de plus en... Il y a des objets plus ou moins impressionnants. Par exemple, la galaxie d'Andromède, c'est assez fou. On peut y passer des nuits parce qu'elle est immense. Du coup, il y a pas mal de choses à voir. Et c'est notre galaxie voisine en plus. Enfin, C'est ça. facile, enfin, j'allais dire facile. C'est peut-être une des plus simples où tu peux avoir le plus de détails, etc. facilement, j'imagine. Mais en fait, il me semble, elle fait la taille de la Lune 5 fois dans le ciel. Donc elle est gigantesque. Après, elle est très peu lumineuse, c'est pour ça qu'on la voit pas. Mais elle est gigantesque. Donc il suffit pas donc il n'y a pas besoin d'un matériel, d'un énorme télescope, d'une focale, je sais pas combien. Là, vraiment, avec l'iPhone, on peut l'avoir, la galaxie d'Andromède. Donc avec n'importe quel matériel, on peut l'avoir. Moi, je sais que personnellement, une des photos de toi qui m'a marqué, c'est le transit de l'ISS devant la Lune. Je dois l'avouer, alors là je l'ai pas, mais sur ma montre connectée, c'est le fond d'écran que j'ai récupéré sur ton Twitter d'ailleurs. Mais c'est une photo qui est quand même dingue. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que on se rend pas vraiment compte. Tu nous parles de passer une nuit dans le froid, etc. On y reviendra, mais combien de temps t'as dû préparer cette photo, celle du transit de l'ISS devant la Lune? Parce qu'il faut que tu te positionnes parfaitement, enfin que l'ISS soit aussi positionné parfaitement par rapport à la Lune surtout, mais comment ça se passe le fait de je veux photographier ça, comme tu dis, je veux ça dans mon Pokédex. Combien de temps ça te prend à avoir les bonnes conditions? Ça, c'est vraiment de l'aléatoire. En fait, il y a un site internet qui liste tous les passages de l'ISS devant la Lune ou devant le Soleil en fonction de notre localisation et d'un nombre de kilomètres autour de nous. Et du coup, on peut voir dans le mois combien il y a de passages. C'est pas super rare, hein. Il y en a plusieurs. Par contre, devant chez soi, là, par contre, c'est très rare. Mais si on est prêt à faire quelques kilomètres, là, il y en a plutôt pas mal. Du coup, c'est un truc qui est pas mal shooté par les astrophotographes. Mais voilà, faut être au bon endroit au bon moment, avoir préparé son matériel, faire la bonne mise au point, tout ça. Du coup, c'est un peu un défi, ouais. Et là, tu fais une sacrée rafale parce que sur ta photo du transit, on la voit donc du coup avancer. Je me rends pas que, enfin, Ava à 18 000 km/h a fait le tour de la Terre en 1h30. Du coup, est-ce que tu te rappelles à peu près à quelle rapidité tu as dû photographier dans les grandes lignes? Enfin, combien d'images tu as pu faire pour réussir à faire ce transit si propre là? Moi, j'utilise une caméra astro, du coup, qui prend beaucoup d'images par seconde. Mais je crois que c'est moins d'une seconde, hein, le passage devant la Lune, hein. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Et je sais pas, il y a combien de marques, mais il y a une vingtaine, trentaine de marques sur la Lune. Donc, ok, quand on fait le calcul, ça fait beaucoup. Oui, Effectivement. ça va très vite, hein. Non, Faut je pas- conseille. On est en radio, mais je conseille aux auditeurs et auditrices d'aller voir cette photo que tu as faite sur ton site, notamment, je crois qu'elle y est, et parce qu'elle est quand même assez folle. Et on a pas mal communiqué sur toi à ce sujet dans la presse, etc. À ce moment-là, je me rappelle. Et du coup, pour en revenir à ça, c'est vrai que tu disais tu as commencé donc avec un Canon il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, tu parlais d'une caméra spécialisée. Et tu utilises quoi comme lunettes? Alors, j'ai plusieurs télescopes avec différentes focales. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est la focale, je sais pas s'il l'explique ou pas. Tu peux l'expliquer. C'est dur à expliquer. En gros, c'est le zoom, vous saurez expliquer la focale? C'est un petit peu l'outil qui vient compléter ta caméra pour pouvoir observer à une très longue distance, capter de la lumière très lointaine et faire des observations lointaines finalement. C'est le nombre de degrés qu'on peut avoir dans notre image. Du coup, plus elle est grande, plus l'objet sera zoomé. Du coup, j'ai différentes focales. J'ai du 600 mm jusqu'à 2200 mm de focale. Donc là, vraiment, on peut zoomer. Par exemple, si on vise la Lune, on a vraiment le cratère et mon plus petit télescope, j'ai la Lune en entière.
à quel point tu veux une échelle large, enfin, tu veux avoir une sorte de regard panoramique ou pas, enfin assez élargi sur ce que tu veux observer, quoi. Ben, ça dépend de l'objet en fait. Comme j'avais dit par exemple Andromède, avec 2000 de focale par exemple, ben, on a vraiment le cœur de la galaxie qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par exemple, pour les galaxies, sauf Andromède, elles sont très éloignées. Donc là, une grande focale c'est utile. Mais par contre, on a des nébuleuses qui sont hyper étendues. Du coup là, il faut même moins du 200 mm de focale, sinon ça sort du cadre, tellement c'est immense dans le ciel. En fait, on le voit pas parce que c'est très peu lumineux, mais il y a beaucoup de choses dans le ciel qui sont immenses. Donc t'as vraiment, en fait, t'as combien de télescopes t'as dit du coup? Et donc t'adaptes en fonction de chaque objet que tu veux observer. Mais donc est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui veut s'acheter un télescope quand même parce qu'il est passionné et il veut se lancer, t'as une focale ou un type de télescope un peu passe-partout qui peut lui permettre d'observer un maximum de choses? Ça serait quoi pour toi l'idéal? Bah, j'évite, souvent on me demande est-ce que j'ai des conseils ou quoi. J'évite parce que c'est très compliqué. Par exemple, si on veut faire du ciel profond ou du planétaire, c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes outils. Est-ce qu'on veut faire de la photo ou de l'observation? C'est pas du tout les mêmes outils. Et aussi, les gens s'attendent à ce qu'ils voient sur Internet. Par exemple, vous imaginez les grandes photos de la Voie lactée violette, tout ça. Et quand ils sont à la campagne et qu'ils voient la Voie lactée, ils voient cette tache floue, bah, ils sont un peu déçus. Il y a vraiment cette déception en astronomie où si on ne sait pas ce qu'on va voir, ben là, il y a des gens qui sont en mode ah ouais, tout ça pour ça. J'ai pas mal de commentaires comme ça, en mode tout ça pour un point blanc, tout ça pour. Du coup, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, après, c'est une question de passion. Enfin, je rebondis sur ces commentaires-là, justement, parce que depuis peu, moi, je m'y suis un peu essayé aussi avec l'iPhone, avec le Hestia de Vaonis, alors qu'il fait déjà des choses assez simples, mais qui permettent de faire des observations où quand t'es passionné, t'es là devant ton téléphone et t'es en mode ok, très stylé. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que pour se lancer dans l'astrophotographie ou ne serait-ce qu'un minimum dans l'astronomie, il faut avoir une curiosité, il faut avoir un goût pour le truc et après une passion. Mais c'est vrai que toi, t'es passionné, autour de la table, on est tous les trois passionnés. Donc forcément, on voit la Lune comme on l'a jamais vu avant, presque en direct. Ah, tu te dis, ok, laisse tomber, ma journée elle est refaite, quoi. T'as l'impression que t'as vécu un truc de fou. Et je pense que ouais, il y a des gens qui sont déçus parce que on est aussi dans une époque où on a le JWST, on a Hubble, qui nous photographie des trucs qui sont à plus de 640 années-lumière de la Terre, d'une précision qui est incroyable. Donc c'est vrai que c'est un peu le problème mainstream qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est tellement habitué à des trucs de fou que des trucs un peu moins fous, on se dit putain mais c'est nul. Alors qu'en fait non, t'as un truc de fou avec un télescope qui vaut 10 milliards de dollars. Par contre, toi, dans la campagne ariégeoise ou aveyronnaise, avec un peu de matos, ta passion et ton temps, tu fais des photographies de zinzin. Donc il faut quand même remettre ça aussi, faut relativiser un petit peu parce que ouais, c'est des photos de fou. Ouais, je l'ai de temps en temps ce commentaire, hein, en mode pourquoi faire ça? Pourquoi avoir ce type de matériel alors que je tape sur Google et je l'ai? Mais Du coup, Ouais. c'est des gens pas passionnés, du coup ils peuvent pas comprendre, mais est-ce que, du coup je me dis, est-ce que cette personne passe son temps sur Google à regarder des images? Je pense pas, mais du coup, il n'y a pas ce temps que tu aurais accordé. C'est comme si tu as de l'argent, tu vas tout le temps au resto, mais il y a cette satisfaction de l'avoir fait toi-même, Mais j'ai une question qui est hyper intéressante et en plus toi, tu peux faire le parallèle parce que tu es à la fois sur le sport, à la fois sur l'astrophotographie. Et c'est vrai qu'une fois j'en discutais avec des amis de manière un peu à se taquiner, mais où j'avais une pote qui allait mater un match de foot. Alors moi c'est vrai que je suis pas du tout dans le sport, je suis pas trop dans tout ça, c'est vrai que ça m'atteint moins. Tu vois, je peux comprendre l'engouement qu'il y a autour d'un match, le sentiment de collectivité, l'aspect fête, le truc, il n'y a pas de souci, je peux rentrer dedans, mais c'est vrai que tu montres une vidéo d'un joueur de foot qui a mis un super but, je vais être là genre, ah, vas-y c'est cool, tu vois, mais bon. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai dit ça à cette pote-là, elle m'a dit ouais mais toi tu passes 2 heures à mater un lancement de fusée et puis à la fin c'est juste un gros bout de métal qui est parti dans l'espace, tu vois. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai capté que oui, il y a quand même ce truc de passion où tu défends vachement mieux ton sujet quand t'en es passionné, quand t'es renseigné sur tout le taf qu'il y a derrière, tout ce que ça représente. Et est-ce que toi, du coup, tu fais un peu ce parallèle entre l'accomplissement sportif, un challenge, quelque chose, un Irox, un marathon et tout ça, et réussir à passer, tu t'es entraîné pendant 9 ans, tu passes 4 heures dans la nuit, dans le froid, parfois tu m'avais dit dans des conditions un peu glaciales, pour faire une photo, et à la fin, juste, t'as fait une photo en 10 secondes et tu rentres chez Watt. Est-ce que tu compares ça comme un accomplissement sportif Alors tu fais mieux mon storytelling que moi, parce que je me suis jamais dit ça, mais ça peut, hein. Ça peut, c'est pas mal.
Je vais peut-être le garder. Bah tu peux, c'est gratuit. Non, puis la comparaison que tu fais qui marche bien, je trouve aussi, c'est le côté expérientiel. Tu vois, je pense vraiment que les gens qui peuvent faire ce genre de commentaires comme ceux que tu évoquais, je sais pas si soit ils ont pas la fibre, mais il y a même des gens qui sont pas passionnés par la spatiale. J'en ai vu notamment au Festival de Florence où tu peux aller observer, qui est un festival qu'on recommande fortement parce que il y a à la fois de la vulgarisation scientifique, mais aussi de l'observation astronomique. Et ils ont du matos, etc. Et ils font venir tout type de public. Et c'est vrai que le moment où tu passes tes yeux dans une lunette et que tu observes ne serait-ce que la Lune. Déjà, je me rappelle des gamins qui observaient la Lune, le Terminator de la Lune qui évoluait, alors très légèrement, mais on voyait scintiller vraiment le Terminator. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est la bande qui sépare l'ombre de la lumière, donc l'horizon, disons, entre la partie la partie illuminée de la Lune et la partie dans l'ombre. Et le moment aussi où ils voyaient Saturne pour la première fois, où honnêtement ça ressemblait pas à grand chose. Saturne, dans les livres d'école ou sur Google, encore une fois, on la voit bien mieux, mais la voir en vrai. Et je pense qu'il y a aussi la réalisation en fait, ça existe, tu vois. C'est pas juste sur Internet, sans parler de complotisme ni rien. C'est juste, tu te dis, là, j'ai l'œil dans une sorte de lunette ou dans une jumelle et je vois les contours de Saturne ou de Jupiter. Et t'es en mode, ah ouais, c'est quand même dingue, tu vois. Donc ça, moi, en tout cas, moi, je sais que ce sentiment-là, quand j'étais petit et que j'ai passé la première fois les yeux dans une jumelle et que j'ai vu la Lune, j'étais fou et je me rappelle encore aujourd'hui, tu vois. Alors, j'avais 6 ans, donc. Je sais pas, il y a un côté vraiment, je pense que émotionnellement, soit ça te parle, soit ça te parle pas. Et il y a des gens, si ça leur parle pas, effectivement, ils peuvent se dire, bah c'est une tâche. Quel Ouais. intérêt, tu vois. Après, je pense que ça peut se comparer au voyage. Hein. Voyage, si tu veux aller à New York, tu vas sur Google Images, tu tapes New York, quoi. Mais ça n'a rien C'est à vrai, voir, c'est du coup, vrai. Genre, quand tu vois une photo sur Internet, surtout de James Webb, tu te rends compte de rien. C'est très beau, mais tu te rends compte de rien. Tu connais pas la taille, tu connais pas la distance, tu connais rien. Alors que quand tu sors ton télescope et, par exemple, je reviens au 50 mm. Tu prends ton appareil photo, tu fais une photo de ton pote au 50 mm, tu pointes vers le ciel et tu vois la taille des objets. Du coup, tu as le comparatif, tu arrives à te rendre compte des choses. Ouais, puis c'est un peu comme tu disais, c'est le vécu aussi. Tu vas voir un match de rugby au stade et tout. Bien sûr, je dis au stade parce qu'on est à Toulouse. Tu vois les essais en direct, tu vois les événements de jeu en direct et tout ça. Tu vis le truc à fond. Tu le vois en rediff à la télé le lendemain. Potentiellement, déjà, tu connais déjà le score et tout ça. Donc, t'as pas la même vibe. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu ressenti ça. Bah, justement, je m'étais essayé à quelques photos de la Lune pendant que les Artemis 2, pendant que les astronautes étaient en orbite autour de la Lune. Alors, j'ai pas fait de transit, j'ai pas fait tout ça. J'en suis pas là du tout. Mais il y a un truc de se dire quand même, waouh, je vois la Lune avec beaucoup de détails, et là, en ce moment même, il y a 4 pélos qui sont en train d'en faire le tour. Un truc, le temps, il s'arrête un peu autour de toi, tu vois. Et c'est comme, c'est comme être en direct d'un stade et de voir un essai transformé et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un truc dans le vécu, et je pense que c'est aussi ça que l'astrophotographie, elle permet, c'est de figer un moment de fou. Non, et puis, effectivement, le comparatif que tu as fait de New York, j'ai envie d'aller à New York, et il y a des gens qui te disent, pourquoi tu vas pas sur Google Images, c'est un peu pareil, tu vois. Encore une fois, il y a aussi le fait que tu t'es décarcassé pour faire cette photo. Donc, à la fin, aussi imparfaite qu'elle puisse être, t'es en mode c'est moi qui l'ai faite, tu vois. Et t'en arrives avec 9 ans d'expérience et pas mal de matos, certes, mais à faire des photos incroyables et assez uniques comme celles que t'as pu faire. Donc pour moi, c'est le côté effectivement qui peut manquer à certaines personnes. Et en soi, je pense que c'est qui sont pas faits pour aimer ça, mais je sais pas chercher la facilité en fait, justement d'avoir travaillé pour obtenir ce truc-là, comme ce que peuvent faire des artisans qui vont faire de la sculpture, j'en sais rien, ou des choses comme ça où tu te dis pourquoi tu te fais chier, putain, tu pourrais l'acheter. Ouais, mais non, c'est moi qui l'ai fait. Ou comme encore une fois en performance sportive, pourquoi tu te fais chier à aller courir 3 fois par semaine pour aller courir 40 km, ça t'a servi à quoi? Ça, c'est une bonne question, je te la pose. Non, mais voilà, parce que monsieur est marathonien, donc on peut le dire, mais 4 fois marathon. oui, excusez-moi du peu. Surtout que là, on parle juste du résultat final de la Oui. photo, mais il y a aussi tout le mood de la nuit. Être dehors la nuit, c'est une expérience particulière. Tu me fais un rebond parfait, j'allais te demander, c'est quoi ton... Alors de manière hors matos, hein, mais ton package type, un peu ce que t'emmènes. Bon, bien sûr, il fait froid, une bonne veste, mais est-ce que tu t'emmènes une bonne bière, de quoi bouffer, quelque chose, une couverture? Est-ce que t'as un peu un kit de survie de l'astrophotographe en herbe que tu conseillerais pour les astrophotographes en herbe, pardon. Bon, je sais pas si c'est des bons conseils, mais à manger, des gâteaux, tout ça. Une chaise de jardin et une chaise de camping. Décathlon, on est là. Hein. C'est ça. Et après, moi, j'ai tout le temps mon matériel photo. Quand je sors, c'est que j'ai mon matériel, ouais. Et c'est quoi la nuit la plus catastrophique dont tu te rappelles? Le moment où vraiment tu avais des conditions nulles et peut-être même des photos nulles ou pas de photos du tout. Enfin, est-ce qu'il y a un moment où vraiment tu t'es dit putain, là je suis sorti pour rien quoi? Ah, mais ça, c'est la plupart du temps en astronomie. Hein. La plupart du temps carrément. Presque, hein. La majorité du temps tu rentres avec rien?
Bon, j'ai abusé peut-être du terme. Mais en fait, on check tout le temps la météo. Donc, des fois, les nuages arrivent. Des fois, l'atmosphère est mauvaise. Mais la plupart du temps, c'est par exemple s'il y a un événement comme l'ISS ou des choses comme ça, ou une pluie étoile filante, tu dis bon, on va tester même s'il y a des nuages et au final, tu repars avec rien. Ou ça arrivait aussi que tu fasses des kilomètres, tu oublié ta carte SD. Fait tous les petits soucis comme ça, quoi. Donc ça arrive souvent, surtout à cause de la météo. Et à l'inverse, est-ce que tu as un souvenir d'une ou plusieurs nuits où tu as été agréablement surpris? Quelque chose que tu n'avais pas du tout prévu et... Ah ben ça, j'ai le Dinguerie. meilleur exemple. Sans cet événement, je sais pas si j'aurais eu l'idée. Mais là, c'était exceptionnel. Je suis allé dans le nord de Toulouse photographier des galaxies avec mon télescope. Du coup, vraiment la classique, rien de particulier. Et là, j'ai un message d'un abonné qui me dit T'es au courant des aurores boréales? Et je me dis bon, on est à Toulouse. C'était la première fois qu'il y avait eu c'était au premier gros pic là. Parce que maintenant on est habitué. Il y a plein de. Ouais, c'était il y a gros un an, pics. quelque chose comme ça, ouais. C'était Un il ou y deux. a 2 ans. Ouais. Donc maintenant on est habitué. On se dit bon, des aurores à Toulouse, peut-être. Mais il y a 2 ans, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et je réponds, mais rien de particulier. Et au bout d'un moment, je vois au loin des colonnes verticales. Et je me dis quand même, c'est bizarre. Et il faut savoir, les aurores, si on n'en a jamais vu, c'est à l'œil nu, on voit pas grand chose. Mais par contre, quand j'ai sorti mon téléphone, et là, tout le ciel rose, là, c'était fou. Et après, j'ai fait une vidéo folle où tout explose. Là, c'était vraiment les plus gros pics qu'on ait eu. Et là, des lumières partout, toutes les couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que Ah, c'est c'était fou. rose. Ouais. C'est parce que on a l'habitude de voir enfin l'habitude pour ceux qui regardent, hein, mais les aurores boréales plutôt vertes, vert, bleu, jaune à la rigueur. Mais C'est ça. c'est vrai que celle qui est autour de Toulouse, et peut-être qu'on appelait ça la ville rose à raison, parce qu'effectivement c'est plus une ville orange qu'une ville rose, mais là c'était vraiment rose, quoi. Mm. Et c'était, j'avoue que moi j'ai pas eu la chance, parce que bien sûr c'est quand même à des horaires un peu indus qu'elles apparaissaient, et on n'en était jamais trop sûr. Je les ai pas vus moi, mais on a de plus en plus d'opportunités d'en voir dernièrement. Mais est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu, sans trop rentrer en détail, mais pourquoi on en voit un peu plus en ce moment? C'est quoi? C'est dû à l'activité solaire, dû à l'inclinaison et dû à des perturbations atmosphériques ou... Non, c'est ça, c'est l'activité du soleil. Donc, il y a un cycle de 11 ans, il me semble. Et là, on vient de dépasser le pic. Donc Donc là on redescend. c'est ça, là on Ok. redescend. Donc là, vraiment, pour avoir des aurores, c'était fou. D'ailleurs, il y en avait assez régulièrement. Je crois qu'il y a eu 3-4 pics où il y en avait dans Ouais, le ouais. milieu de la France, sud de la France. Et du coup, là, ça devrait se calmer. Peut-être que cet Petit été à on petit. a encore un peu des chances d'en voir, vu qu'on Peut-être il y a un peu d'aléatoire dans tout ça, mais, Ouais. mais là, le pic est passé, il me Ok. semble. Et on parlait de la région de Toulouse, tu parlais du nord de Toulouse. Alors sans révéler tes spots à Champy, comme on dit, parce que ça reste secret, c'est quoi un petit peu des coins que tu recommanderais? Parce on disait justement, bah voilà, aux gens qui nous écoutent, à tes abonnés qui peuvent avoir envie de prendre leur téléphone, de prendre un appareil photo, d'aller faire un peu d'observation pendant l'été. Tu conseilles de t'éloigner de combien de temps de Toulouse? Et est-ce que tu as un peu des zones, on va dire, géographiques que tu recommandes? Après, ça, c'est la valeur qu'on y met à. Parce qu'on peut. Le mieux, ce serait faire 200 km, d'être en haut d'une montagne, et voilà. Mais le mieux, c'est de s'éloigner au maximum et des lumières de la ville. Il me semble que pour vraiment avoir pas grand-chose, il faut être à plus de 100 km des villes. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais moi, par exemple, je vais à 20 minutes de Toulouse. Donc oui, il y a beaucoup de pollution, mais on commence à avoir pas mal d'étoiles. Et ça, ton matos, il te permet quand même d'effacer un petit peu de pollution lumineuse ou quand même tu t'es un peu gêné En fait, tu as le résultat, en fonction des différents types de ciel, tu as un résultat différent. Si tu es vraiment au meilleur, avec le meilleur ciel possible, tu auras un meilleur résultat qu'en ville, mais tu peux déjà commencer à avoir des petits résultats en ville. Et on parle de pollution lumineuse dans pas mal de nos podcasts justement, mais parce qu'on a reçu des différents corps de métiers qui travaillent autour de l'astronomie. Toi, est-ce que par exemple, ça t'est arrivé dans de l'astrophoto assez basique ou autre, mais d'être gêné je sais pas, par des constellations de satellites Starlink ou d'autres éléments qui auraient pu te gêner sur une photo ou pas trop? Ah si, ça arrive tout le temps. Sur toutes mes photos, j'ai un satellite qui passe. C'est ouf. Ah, C'est surtout. ouf. Ouais. Mais vu que tu fais de l'astrophoto, enfin astronomie peut-être astrophoto depuis un peu moins longtemps, mais depuis 9 ans disons, tu as dû voir l'évolution.
Parce que là, Ouais. on a des scientifiques qui nous ont déjà parlé de ça à ce micro-là, mais toi, en tant qu'astronome amateur, alors même confirmé, mais amateur quand même, t'es autant gêné que ça. Mais moi, je suis pas gêné en soi parce que les outils que j'utilise, soit les logiciels, font que après ils suppriment tout ce qui est Ah, tout ce qui est passage de satellite. ok. Donc ça me dérange pas en soi dans mes résultats, mais l'évolution, je l'ai vu, c'est impressionnant. Là, on sort, on est un peu à la campagne, on en voit un par minute minimum. On en voit tout le temps. Tu lèves les yeux, tu vois une étoile bouger, c'est un satellite. On en voit tout le temps. Avant, on en voyait régulièrement, mais fallait regarder le ciel. Là, peu importe quand tu regardes, tu en verras un. Mais du coup, toi, tu as la possibilité, parce que toi, tu photographies le ciel, tu l'analyses pas Oui, voilà. directement. Quand, C'est du loisir, donc il n'y a aucun souci. Oui, Après, pour le professionnel, oui, c'est bah, un problème. surtout que tu as des astronomes professionnels aussi qui vont avoir l'aspect esthétique où tu peux corriger, mais l'aspect scientifique où tu vas analyser la composition de tel truc ou la présence ou pas de telle chose, là, ça devient plus compliqué. Mais c'est quand même, je pensais pas que c'était à ce point-là que toutes tes photos pouvaient être impactées et que à tout moment de la journée, quel que soit ce que tu observes, de la journée ou de la nuit du coup surtout, mais tu as du Starlink ou d'autres types de satellites qui viennent faire du bruit quoi en fait. Ah oui, tout le temps. Ouais. Après, du coup, ils sont moins visibles au milieu de la nuit, quand le soleil est derrière la Terre. Mais oui, si on regarde mes timelapses, tu fais attention, il y a des passages tout le temps de satellites. Et même à l'œil nu. Après, c'est un cool à voir quand on n'y connaît pas grand-chose ou quoi. C'est-à-dire que c'est un satellite. Mais il suffit de lever la tête et il y en a plein. Hein. Du coup, sur l'astrophotographie, on parlait de l'ISS, du transit de l'ISS. C'est vrai que c'est une station spatiale, alors on en parle beaucoup, qui devrait être amenée à, disons, être désorbitée d'ici 2030. Il y a eu pas mal de sujets d'entreprises qui voudraient la remplacer ou la racheter, ou bref, il se passe plein de choses. Toi, c'est quoi un peu ton point de vue sur tout ça, sur les astronautes actuels, sur les missions? Est-ce que c'est un truc, voilà, tu prends plaisir à suivre parce que ça te passionne et parce qu'il y a quand même des choses folles qui se passent? Ou est-ce que tu as un point de vue un peu plus critique? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'ISS et des astronautes aujourd'hui? Bah, je me tiens pas trop au courant, mais c'est vrai que déjà je suis curieux. Vous avez peut-être la réponse. Depuis quand on parle de la désorbitation de l'ISS? Parce qu'en fait, j'ai l'impression tous les 3 ans, on dit dans 3 ans quoi. Non, ça fait un moment, enfin ça fait 3-4 ans que 2030 ça commence à être acté. Ah ouais? Mais Ça rapproche? C'est à partir de 2030. Mais c'est vrai que Ok. depuis 10 ans, on Ouais. entendait Ouais. déjà, je me rappelle, il y a quelques, comme tu dis, Ouais, hein, ouais. moi je me rappelle avoir entendu 2025, on n'en verra plus personne, puis après c'était 2027, puis depuis 3-4 ans on a acté 2030, mais il y a quand même eu une phase où on délibérait un peu, on savait pas trop. Ouais. Le gros coup, ça a été la guerre en Ukraine, parce que les relations Ouais. avec les Russes ont été bien plus compliquées, même si l'ISS reste un des seuls endroits sur Terre, même si c'est un espace dans lequel on collabore encore avec Enfin, tout le monde collabore, hormis la Chine, bien sûr, parce qu'on les a interdits de venir, hein, c'est pas l'inverse cette fois-ci. Et aussi, ça a été acté, d'autant plus quand on a commencé à parler du programme Artemis, parce qu'il y avait, d'ailleurs ce qu'il n'y a plus à l'heure actuelle, un projet de faire une station autour de la Lune, et donc du coup, elle aurait remplacé l'ISS. Donc voilà, et puis la NASA trouve que ça coûte trop cher. Effectivement, ça coûte très cher. L'ESA, elle, est plutôt partante pour prolonger si possible. C'est pour ça qu'on dit à partir de 2030. Parce que voilà, ça pourra peut-être être 2032, 2033, on ne sait pas. Et aussi, il faut garder en tête quand même que les premières pièces ont été envoyées en 99. Hein, donc pour une partie de l'ISS, c'est un vieux machin quand même. Hein, donc 30 ans dans l'espace, c'est quand on regarde par rapport aux missions Salyut ou aux missions Mir, ne serait-ce que ça, tu vois, c'est gigantesque. Mir, ça a été 6 ou 8 ans, je sais plus, un truc comme ça, et déjà c'était énorme. Donc Oui, une On- limite. bah, il y a une limite en tout cas où il faudrait à minima à certains moments qu'on décommissionne certains modules, qu'on les rentre sur Terre et qu'on en mette d'autres à la place. Donc ça pose plein de questions. Et puis c'est un coût qui est quand même énorme. Hein. Encore une fois, c'est plus de 1000 milliards de dollars de financement globaux. C'est la plus grande infrastructure humaine en termes de coûts qu'on ait jamais créé. Donc voilà, c'est la fin d'une histoire qui, j'avoue, moi personnellement, je suis nostalgique avant l'heure, j'ai envie de dire. Donc j'ai bien envie de profiter encore de ce qu'on a en tiré. Et du coup, on parlait des astronautes et de ça. Si, dans le meilleur des mondes, demain on te propose un billet pour aller dans l'espace. Non, mais à Chaud ou pas? 200%. Ouais. 200%. Moi, j'adore un peu les expériences, prendre DG, tout ça. Ouais. Donc là, je suis chaud. Hein. Ok. En Et fait, le mec, il fait pas du marathon pour rien. Il se prépare. il se Exactement. prépare. stratégiquement, il était bien placé. Mais c'est quelque chose où t'aimerais. Alors, on a vu
plein de types de voyages spatiaux. On parle aujourd'hui de tourisme spatial, même si c'est un terme qu'il faut vraiment nuancer. Euh, Toi, aujourd'hui, si demain tu avais ce billet pour l'espace, t'aimerais un voyage un peu long. Si on te dit tu peux partir sur Mars, par contre, attention, t'as, je crois que c'est 6 ans de voyage, C'est 6 mois aller, 6 mois retour, et après. plus le temps sur place, en 3, sachant 3 que ans, en le- gros, ouais, parce 3 que ans. c'est tous les 2 ans qu'on est en opposition. Mais genre ça te chaufferait ou pas? C'est une expérience de fou, hein. Ça, je sais pas. J'ai réfléchi pour l'instant pour l'ISS. L'ISS, je suis chaud. Petit 9 mois sur l'ISS. Pourquoi pas? Après, ouais, Mars, c'est autre chose, hein. Même, j'imagine qu'ils font des études, tout ça. Ça doit être très, très particulier au niveau de. C'est pas recommandé. Bah Quoi, ouais. de l'impact corporel, tu veux dire? Ce qui se passe dans notre tête quand on voit Ah oui, la Terre bah, s'éloigner autant. Exactement. Bah, Euh, ce qu'on sait pas, et on avait discuté de ça, je crois, avec Jean-François et peut-être même Claudie, ce serait les premières personnes qui vont partir vers Mars, quand elles partiront vers Mars, seront les premières personnes à ne plus voir la Terre. C'est-à-dire que ce seraient les premiers humains à ne plus voir l'endroit dont ils viennent dans leur champ de vision. Et donc, psychologiquement, on ne sait pas exactement ce que ça fera. On commence à faire des expériences pour essayer d'anticiper, mais on sait que ça sera un bouleversement. Puis c'était avec Franck Léo qu'on en parlait Ah, aussi, où aussi, justement il ouais. y a un aspect psychologique que pour l'instant on n'a aucune maîtrise. C'est vrai que, et ça il nous l'a rappelé Franck et Jean-François dans le podcast qu'on avait fait avec eux, c'est le spatial, quand on a envoyé les premiers humains dans l'espace, on savait pas, on savait qu'ils allaient avoir des moments de flottement, que ça allait être un peu bizarre. Mais en fait, pendant 5 à 10 ans, on a étudié les phénomènes psychologiques et qui sont passés sur le corps. Par exemple, ce qu'on appelle le mal de l'espace, ils avaient aucune idée que ça allait se passer. On l'a découvert quand les premiers gars là-haut, ils ont dit attendez, j'ai la nausée, je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne. Et donc tout ça, et pour Mars, il y a un truc, c'est le voyage. C'est si tu pars à 4, 5 ou 6, tu te retrouves pendant 3 ans avec les 6 mêmes personnes, et si tu t'engueules, tu ouvres pas la porte pour aller faire un tour dehors, ou tu crèves. Mais donc ouais, c'est tout cet aspect psychologique un petit peu qu'on maîtrise pas du tout pour l'instant, et qui, ouais, moi me fait dire, bon, ouais, tu vois, l'espace, moi, si demain tu m'offres un billet, j'y vais, je fonce et je réfléchis, mais même pas. Mars, ça doit être hyper intéressant quand même d'avoir comment ils font la sélection. Il faut vraiment prendre des robots. Les mecs, c'est des robots quoi. Ah, on le voit déjà avec les astronautes actuels, hein, sans dire que ce sont des psychopathes sans cœur, sans émotion, c'est pas la question, mais c'est Oui, il y a d'avoir quelque une, chose qui se. une qui va là. tolérance, d'avoir aussi un niveau, un cycle émotionnel, si on peut dire, qui soit pas trop violent. Enfin, c'est particulier, on l'a vu encore récemment, hein, d'ailleurs, où ils ont eu un retour. Alors, c'était pour raison médicale, mais tu vois, encore une fois, il y a aussi besoin d'avoir des conditions corporelles qui sont folles, quoi. ouais, puis c'est quand tu parlais de sélection, c'est vrai qu'on voit quand même que les astronautes qu'on a aujourd'hui, notamment les astronautes français, ah, c'est pas monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. C'est des pilotes d'essai, c'est des gens qui ont un cadre, c'est des professionnels. C'est voilà. Alors aujourd'hui, on tend de plus en plus à envoyer des profils différents, disons, dans l'espace. Mais pour les missions longues, les missions scientifiques, les missions à risque, on n'envoie pas n'importe qui. Ah, mais c'est tellement une autre échelle. Ah oui. Là, bon, on est habitué, c'est quand même fou, mais on est habitué, c'est 6 mois dans l'ISS avec communication quasiment constante. Et instantané, enfin, Et, quasi voilà. instantané. et encore que etc., ouais. Sophie est censée faire un peu plus, je crois, 8 ou peut-être 9 mois, il avait été évoqué. Ouais. Là, avec tous les problèmes, en plus de ce qu'ils arriveront à revenir, tout ça. Bah, c'est ça. Là, on parle plutôt d'un billet aller sûr. Ouais, c'est ça. Retour, on fait ce qu'on peut, tu vois. Ce qui est produire le carburant là-bas, etc. Enfin, ouais, c'est vrai qu'un billet, déjà un vol 0G, un billet vers l'ISS, voire un billet vers la Lune, c'est quelque chose. Mais un billet vers Mars, en tant que passionné, bon, déjà, je suis pas sûr que je dise oui à aucun de tous, mais tu vois, Mars, c'est peut-être la frontière à ne pas franchir quand même. Parce que j'avoue que ne plus voir la Terre, personnellement, ça me paraît juste infaisable, tu vois. Et tu parlais d'Interstellar. C'est un film qui t'a un peu ouvert les yeux ou qui a élevé ta curiosité un peu sur tout ça, ou c'était déjà là bien avant? C'était déjà là bien avant. Mais après, je suis un Nolan sexuel, donc chaque film de Christopher Nolan, On valide. je suis client. Ouais, donc, ouais, donc là, sur l'espace, ça va forcément tomber sur moi. on est d'accord. Et du coup, là, j'imagine que Odyssée en attente. Mais bon. En attente, mais. Ah, On un est peu d'accord, il y a circonspect. quelques peut-être Ouais, je suis pas à fond, quoi. un léger scepticisme. Je me dis, je fais confiance comme d'habitude, mais je suis pas. C'était quand même un Ok. peu Dunkerque. Ouais. Bon, je te fais confiance, mais je me dis pas. Ce sera un bon divertissement. Après, à quel point ce sera un top 5 Voilà, On est d'accord. c'est ça. On s'était dit qu'on ferait pas d'instant space culture et finalement on fait un Tiens, instant ça space revient culture toujours, sur Christopher Nolan. On arrive sur la dernière question, mon cher Thomas. Est-ce que tu en as une à poser Ouais, à bien mon cher sûr. Marceau Qu'est-ce que. On a évoqué ce que tu conseillerais aux gens en termes d'équipement et tout ça. Est-ce que toi,
pour plutôt s'éveiller à cette curiosité de l'espace, qu'on disait si t'es pas passionné, tu comprends pas et tout, est-ce que tu conseillerais quelque chose aux gens en disant voilà, tu n'y connais rien à l'espace, lis ça, ou regarde tel film, ou observe la Lune avec tel matos. Qu'est-ce que tu donnerais déjà pour conseil pour juste ouvrir sa curiosité à l'espace de manière très large? Déjà, c'est sortir la nuit, hein. Sortir la nuit. Bon, en ville, c'est un peu compliqué, mais en campagne, au final, je connais pas le pourcentage, mais il y a énormément de personnes qui ont jamais vu la Voie lactée. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'attendre à quelque chose de fou. Mais voir la Voie lactée dans la vraie vie, c'est quand même très particulier, hein. Du coup, juste sortir, je pense, dans la nuit et se poser des questions. Pourquoi ce point, il est ultra lumineux? Ben, se rendre compte que c'est une planète. C'est quoi cette tache floue? C'est la Voie lactée. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Télécharger une carte du ciel et voir qu'il y a telle galaxie. Et ça peut faire le boulot très vite, hein. Et après, le mieux, après, c'est club d'astronomie, tout ça. Mais la simplicité, c'est de sortir le soir à la campagne. Je pense que ça peut créer des choses. Et en complément, tu avais fait une soirée observation avec des abonnés il y a quelques temps. Tu penses en refaire pendant l'été? Ouais, ça, j'aimerais beaucoup. C'était trop bien. Du coup, j'ai amené des abonnés pour faire un nouveau transit de l'ISS devant la Lune. Et ouais, c'était fou. On était 7 ou 8. Et là, c'est très cool de faire ça. Mais j'aimerais bien, du coup, amener des gens qui n'ont jamais vu la Voie lactée pour la voir la première fois. Moi, à travers les réseaux, ce que je cherche aussi, c'est faire découvrir l'astrophotographie, l'astronomie à des gens. Du coup, trouver un format où j'amène directement des gens, ça peut être cool. Et moi, ma dernière question, elle sera pour toi, en tant qu'astrophotographe et en tant que passionné. Tu as déjà fait des photos de fou, mais tu m'as dit que tu avais un peu une bucket list. Est-ce que sur cette bucket list, il reste une photo ou des photos, et tu pourrais nous en citer une, mais que tu voudrais faire, qui te paraissent à l'heure actuelle difficiles, voire impossibles, mais voilà, on te donne moyens limités, on te donne temps illimité. Quelle est la photo ou une des photos que tu aimerais un jour pouvoir mettre dans ton Pokédex? Ben justement, peut-être fin d'année ou l'année prochaine, j'aimerais bien aller dans l'hémisphère sud, peut-être en Australie, parce qu'en fait, nous est dans l'hémisphère nord, et on a un ciel qui est complètement différent de l'hémisphère sud. C'est-à-dire qu'on a une partie de la Voie lactée, des galaxies, des nébuleuses, et eux, ils en ont d'autres. Du coup, j'aimerais bien faire un autre Pokédex de l'hémisphère sud. Tu changes de région. C'est ça, exactement. Faut partir longtemps là du coup. Ouais, mais ouais. Ouais, pas pour faire tout le ciel, mais par exemple, il y a des choses qu'on connaît de nom, le nuage de Magellan. Et en fait, c'est quelque chose qui est dans l'hémisphère sud et qui doit être magnifique. Ok, donc en gros, il s'ouvre à la moitié de l'espace qui lui manque. Bon, pas vraiment une moitié, mais en tout cas, tu as des velléités d'aller voir vraiment toutes les régions C'est du ça. Pokédex. Quoi, Bah, de comme l'univers. j'ai dit au début, hein, c'est la collectionnite et là j'ai fait que la moitié, donc Et encore, et ça ne s'arrêtera jamais de toute façon. bah, c'est ça, hein. Au final, tu peux toujours faire mieux, donc tu t'arrêtes jamais, hein. Bah écoute, pour conclure ce podcast sur ces belles paroles, déjà un immense merci de nous avoir rejoints derrière nos micros pour parler d'astrophotographie et de ta passion avec nous. Merci à vous. Et je te laisse un dernier mot Simon, mais vas-y. Non mais oui, merci beaucoup Marceau, c'était vraiment passionnant et c'était un profil qui est très différent de ceux qu'on a pu avoir. On n'a pas beaucoup parlé d'astronomie, mine de rien, avec quelques scientifiques, mais sur des points très précis de leur recherche. Là, on a pu parler plus généralement de ce que c'est, comment en fait on peut très facilement en faire, même avec un téléphone, hein. Encore une fois, un téléphone assez récent. Peut-être que j'en avais pas parlé et c'était la chose à dire, mais c'est vraiment l'une des meilleures choses pour commencer, c'est le téléphone, où on peut faire la Voie lactée, on peut faire... un petit pied à la limite, histoire de stabiliser le machin. Oui, un petit trépied, mais on peut voir une galaxie avec un iPhone, quoi. C'est fou. C'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant dans ce podcast, c'est qu'on a montré que effectivement, avec du matos, des connaissances, on peut faire des trucs incroyables, mais tout simplement, on peut s'éveiller à ça très facilement. Donc, moi, je sais qu'on l'avait déjà fait avec Thomas et qu'on va continuer à le faire. Et un jour, peut-être qu'on partagera aussi une soirée ensemble dans le froid à ne rien photographier. Mais moi, ça me donne d'autant plus envie aussi de creuser ce truc-là parce que moi, je suis plutôt un technique, j'aime beaucoup les fusées, j'aime beaucoup les missions, la science qui est derrière. Alors il y a de la science aussi derrière l'astronomie, mais tu nous as montré aussi qu'il y a juste une passion de regarder et de découvrir à quoi ressemble et comprendre un peu mieux ce qui nous entoure de manière très tangible. Donc merci pour ça, on a passé un très beau moment ensemble. Je laisserai la dernière conclusion à mon cher Thomas et la petite surprise qui va avec. Ouais, alors tu vas adorer, hein, et tu vas à la fois adorer, c'est plein d'ironie, et me détester très fort. Okay. On a la tradition de notre podcast, c'est qu'on te laisse le mot de la fin. Alors ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 1 heure,
sans déconner, si tu, ça- Ouais, si je tu vais veux me nous chauffer lire, pour une heure là. si tu veux nous lire l'Iliade d'Homère, tu peux y aller. L'antenne est à toi, c'est toi qui as le mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux. Eh bien, et encore merci beaucoup. Bah, merci à vous, c'est horrible cette façon de finir là. Non, mais moi je conseille à tous les gens qui écoutent de commencer l'astronomie s'ils l'ont pas déjà fait, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En fait, c'est pas exceptionnel en soi. En fait, faut avoir du recul surtout. C'est comme si tu vivais dans une maison et tout le temps tu avais les volets fermés et tu savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Et commencer l'astronomie, c'est voir ce qui se passe en dehors de chez nous. Donc voilà, faut lever les yeux au ciel.